On va démarrer. Je vous remercie d'être tous là pour assister à ce webinaire. Je me présente, je suis Magali Toulieu, directeur du Digital Learning chez Finharmonie. Et je travaille sur la création de tout ce qui est module e-learning, à la fois sur des parcours sur étagère ou des parcours pour les clients. Alors ce webinaire, il est le dernier de l'année. Il va être consacré au digital learning. Et j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Lionel Mescam du groupe RATP. Bonjour Lionel. Bonjour Magali, bonjour à toutes et à tous. Alors le programme du webinaire, ce sera en 3 temps. Donc on va laisser Lionel Mescam vous présenter l'Académie Finance du groupe RATP. On va parler du digital learning dans la formation à la RATP, avant Covid, pendant, après, la perception de la formation en ligne par les apprenants. Et on va enfin parler de l'utilisation d'une formation e-learning sur étagère avec le retour sur d'expérience de la RATP, qui a utilisé une de nos formations qui s'appelle Débuter en finance. Et là, on va se poser des questions. Est-ce qu'il faut utiliser une plateforme externe, une plateforme interne? Quels sont les retours apprenants et comment améliorer l'engagement des apprenants sur un e-learning? Et puis, nous prendrons vos questions. Alors, tout au long du webinaire, nous aurons le témoignage de Lionel Mescam, en grande priorité, et nous présenterons en même temps les résultats de notre sondage, puisque nous avons réalisé un petit sondage auprès de tous les participants aux formations Finharmonie depuis le début du mois de novembre. Et donc, nous avons compilé en fait toutes les réponses à ces questions sur un sondage sur le e-learning. Donc, Lionel, je vous laisse la parole pour commencer. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement avant de présenter l'Académie Finance de la RATP? Oui, bien sûr. Moi, je travaille à la RATP depuis 1998. Voilà, cette année-là, on était champion du monde. C'était de bon augure pour moi. Peut-être J'ai eu cette année aussi alors? ouais, cette année, c'est moyen, mais allez, on va attendre 2023. Et du coup, j'ai un parcours assez varié à la RATP et je suis, pour finir, arrivé en tant que responsable de la formation du pôle finance de la direction performance économique et financière du groupe RATP en 2020. Donc voilà, Au pendant la moment de fameuse, la crise. voilà, pendant la crise. Et donc, j'ai également en charge l'Académie de la finance qui propose des formations à destination des financiers et c'est assez récent des non-financiers de la RATP. D'accord, parce que l'Académie Finance s'occupe à la fois des financiers et des non-financiers sur tous les sujets financiers. Au départ, elle est prévue pour les financiers. Les académies, on a plusieurs académies à la RATP et qui sont normalement à destination d'un public déterminé. Mais nous avons identifié des besoins beaucoup plus larges sur les sujets financiers en particulier. Et donc, du coup, c'est l'Académie de la finance qui en est garant, on va dire ça comme ça, et qui, du coup, voilà, estampille les produits qui sont proposés dans le cadre de l'académie. D'accord. Quels sont donc la date de création, vous nous aviez dit, Ah, c'était je vous l'ai dit à vous, ouais, mais je ne l'ai pas dit à tout le Non, monde. d'accord. Donc, l'Académie de la finance, elle a été créée en 2016 pour répondre à un besoin de mise à niveau des compétences de l'ensemble des financiers de la RATP. À cette époque-là, l'offre avait été développée avec un parcours socle de formation auquel des formations complémentaires étaient données suivant les profils ou les besoins. Et il y avait des formations outils qui faisaient aussi partie de cette offre. Donc au départ, l'effectif à former, il était de plusieurs centaines de personnes, mais maintenant les formations sont plutôt faites au fil de l'eau en fonction des arrivées dans la filière finance. Voilà, nous fonctionnons par filière à la RATP, des filières métiers. Aujourd'hui, j'ai fait évoluer l'offre donc à mon arrivée, hein, c'était une des premières missions qui m'ont été confiées. Et donc aujourd'hui, le haut du catalogue de l'Académie, elle est basée sur une sélection d'offres du marché de la formation. Et nous proposons 3 entrées possibles sur ce catalogue, soit par les métiers, soit par les compétences, ou alors par les outils.
dont les financiers peuvent avoir besoin. Et donc, comme je vous le disais précédemment, la cible, elle s'est élargie aux non-financiers nous apportons des compléments avec du contenu spécifique RATP, chaque entreprise a des particularités qui peuvent être juste de la lexicologie, comme j'appelle ça. Et donc, ces contenus spécifiques qui sont ajoutés à l'offre en fonction des sujets ou de leur maturité. Systématiquement, aujourd'hui, nous regardons la possibilité de digitaliser ces compléments. D'accord. Et donc, quelle est la part du digital dans la formation à la RATP? Quand on parle de digital, on peut parler à la fois de classe virtuelle et de e-learning. Et donc, j'imagine qu'il y avait une situation avant Covid, pendant et après. C'est ça. Avant la crise Covid, on va dire que le e-learning existait à la RATP. Nous avons une plateforme LMS que nous utilisons pour ça. Et les classes virtuelles, c'était vraiment plutôt anecdotique. C'était un sujet, on va dire, dont il fallait qu'on s'empare. Et je pense que c'est un peu le cas Au cas de beaucoup d'un certain d'entreprises. nombre d'entre nous. Mais le virage avait pas été complètement pris. On le voyait, le virage, mais on ne l'avait pas encore amorcé. Euh, du coup, la crise Covid a été un véritable accélérateur sur le sujet. Et ça nous a permis de réaliser que ces modalités, ce qu'elles peuvent apporter en termes de souplesse d'organisation. Donc voilà, donc pendant la crise Covid, on a fait évoluer les formations qui étaient en présentiel pour la plupart, en virtuel, mais on n'a pas pu le faire pour toutes. Mhm. Et après la crise Covid, on en a effectivement conservé sur le mode distanciel, puisque finalement ça avait du sens. Et puis systématiquement aujourd'hui, nous réfléchissons à comment faire, à quel est le meilleur choix en fonction des objectifs à atteindre et puis de la population que nous avons à former en fonction de leurs propres contraintes. Et vos apprenants, comment ils l'ont pris de passer du présentiel? Parce que déjà pour les formateurs, passer d'un présentiel à une classe virtuelle, c'est pas évident. Comme vous disiez, vous n'avez pas pu tout passer en classe virtuelle parce que c'est pas de l'automatique en fait. On fait jamais exactement ce qu'on fait en présentiel en classe virtuelle. Ah, tout à fait. Comme je le disais, ça a été la période Covid, ça a été un accélérateur sur ce Mmh. sujet-là. Aujourd'hui, il y a des convaincus et d'autres moins. C'était Mmh. le cas avant. Alors, ce qui a changé, c'est qu'il y avait des moins convaincus qu'ils sont aujourd'hui. Et puis, il y a peut-être des plus convaincus qu'ils sont un peu moins aujourd'hui, puisque quand on est face à la réalité et qu'on a du concret, on peut se faire son propre retour d'expérience. Mais pour répondre à votre question sur les formateurs et du coup sur la qualité des formations, il me semble que la difficulté, c'est de porter en distanciel les classes présentielles sans effectuer le travail d'ingénierie associé. Mmh. La formation digitale, elle est importante pour la qualité des formations. Par exemple, si on parle de e-learning, ça ne doit pas être trop long. Pour une classe virtuelle non plus, et surtout pas trop dense, parce qu'une classe virtuelle sur 3 jours qui est dense, avec une seule pause de 10 minutes, par exemple, par demi-journée, ça provoque un effet tunnel qui est fatigant. Et donc Et vous aujourd'hui, avez vous avez pardon. fait des choix à ce niveau-là sur les classes virtuelles? Vous avez raccourci découpé, raccourci? C'est un travail qui doit encore être poursuivi. Comme je le disais lorsque je vous ai présenté l'académie, nous étions au départ sur des formations socles, qui étaient des formations présentielles, qui étaient un parcours quasi obligatoire pour la plupart des personnes de la filière. Aujourd'hui, on fonctionne plus au fil de l'eau. Donc, du coup, on n'a pas une volumétrie de stagiaires suffisamment importante pour avoir fait tout ce travail de réingénierie. Donc aujourd'hui, on porte les classes présentielles en virtuel pour un nombre de stagiaires réduit. Donc ce qui permet quand même d'avoir une qualité d'échange Mmh. et de ne pas avoir fait le travail d'ingénierie associée qui serait vraiment nécessaire si on devait le
faire la classe virtuelle avec un nombre de stagiaires aussi important qu'on pouvait le faire en présentiel, par exemple. Mmh. Donc c'est Alors vrai nous, qu'aujourd'hui, pardon. pardon, allez-y, pardon. Non, je dis que c'est vrai qu'aujourd'hui, à la fois les apprenants et les formateurs, ils doivent s'approprier ces nouveaux modes pour les rendre plus efficients. C'est vraiment, il doit y avoir une appétence des deux côtés, et c'est notre rôle de les accompagner dans cette transition. Alors nous, on a posé la question à nos participants. Mhm. Quelle est la proportion quelle est la proportion de formation en ligne proposée par votre entreprise? Et donc là, on voit que, il y a quand même 22 des répondants qui disent que plus de 50 en fait de l'offre de leur, entreprise en formation est maintenant, en ligne. Mhm. Et donc, quand on dit en ligne, souvent les gens, pensent, principalement à tout ce qui est e-learning. On sent que tout ce qui est digital s'installe et quand on rajoute la classe virtuelle, les pourcentages sont même plus élevés. Ouais, c'est intéressant. Alors nous, dans notre sondage, on a posé la question: «Appréciez-vous les formations en ligne?» Alors je m'attendais à des réponses assez mitigées et en fait, on voit que majoritairement 45 plus, 16 majoritairement, en fait, les personnes apprécient les formations en ligne. Alors j'avoue, il y a quand même 35 qui disent encore qu'ils n'aiment pas trop les formations en ligne, mais ça commence à rentrer dans les mœurs. Je ne sais pas si vous avez le même sentiment chez vous? Euh, je pense que la perception, enfin voilà, il y a la perception et puis la réalité. Et il y a les sujets aussi qu'on adresse. Donc je ne sais pas, les 35% de personnes qui ne l'apprécient pas, sur quel sujet ils travaillent, si c'est des sujets qui sont facilement portables en digital, hein, parce que tout ne l'est pas. Euh, Aujourd'hui, la formation en e-learning particulier, c'est-à-dire où le stagiaire est autonome, ça apporte ça apporte une souplesse d'organisation et en même temps, la contrainte, c'est que le stagiaire étant autonome, c'est à lui de s'organiser Mmh. pour pouvoir suivre la formation. Et c'est souvent là que l'écueil important arrive pour l'engagement. C'est Ouais, pas que tout les à gens fait. ne veulent pas suivre, mais c'est qu'il faut s'organiser pour suivre une formation. Une formation présentielle, vous êtes invité, vous êtes convoqué, vous savez quel jour c'est, et si vous vous déplacez pour y aller, vous êtes dans un environnement qui est réservé à de la formation, vous n'êtes pas connecté à vos mails, à votre Teams, enfin, voilà, votre Mmh. outil de messagerie. Vous n'êtes pas dérangé par le collègue qui passe dans votre dos, par la visite du PDG qui est prévue ce jour-là et auquel il va falloir que vous serriez la main, par un comité directeur, enfin bref. Donc ça, c'est l'écueil. L'écueil, c'est vraiment l'engagement pour les formations en ligne. Après, pour tous les gens qui apprécient, ben, je pense que voilà, on apprécie parce on est libre de s'organiser. Alors on a posé la question aux gens, justement, aux personnes qui ont répondu: «Quels sont les points négatifs de la formation en ligne?» Mhm. Alors ce qui rentre, enfin ce qui arrive en premier, c'est le manque d'interaction, le manque d'échange. Là, c'est vraiment le premier point. La difficulté de concentration, vous le disiez, hein, on est tenté de faire Mhm. autre chose. Le manque de partage d'expérience aussi, c'est vrai que, souvent, les formations en présentiel, c'était aussi un prétexte pour, faire venir les gens, et se rencontrer et échanger sur leur métier et créer leur réseau. Et effectivement plus difficile, il y a un manque de convivialité, absence de contact, c'est ce qui est dit et la difficulté de poser des questions aussi. Alors que normalement les outils peuvent permettre de poser des questions, mais les gens ne sont pas encore habitués, par exemple, à utiliser les chats, pour poser des questions, et cetera et enfin, la pauvreté de l'interactivité, ce qui est pas tout à fait la même chose que l'interaction. L'interaction, c'est l'échange. L'interactivité, c'est le support, de formation qui est totalement descendant et sans aucune possibilité d'action, en fait, de la part du participant.
Donc Je voilà. dirais, Et puis il y a des irréductibles du présentiel, hein, qui disent on retient bien moins qu'en présentiel, alors que mm, quand on est en virtuel. Mais ça, c'est la difficulté. alors moi, quand je vois votre nuage de mots, je serais, enfin, je l'interprète. euh, alors, à la fois pour du e-learning, on peut avoir une pauvre taux d'interactivité si on a fait un e-learning à l'ancienne et que voilà, on n'a pas utilisé tous les nouveaux outils. Et aussi en classe virtuelle, bah, justement, ne pas utiliser tous les nouveaux outils d'animation qu'on peut avoir, comme du Kahoot, comme des quiz virtuels, voilà, ouais, il y a beaucoup maintenant de nouveaux outils digitaux qu'on peut utiliser, que ça soit sur du e-learning ou aussi pour animer les formations du coup en classe virtuelle. Et tout ça, c'est le manque d'interaction, d'échange. C'est pas vraiment le cas dans une classe virtuelle si elle a été rien générée. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut créer les interactions, il faut les provoquer parfois. Euh, et tout ça, c'est la réingénierie. Si vous faites une classe virtuelle comme vous le faisiez en présentiel et vous êtes en train de faire du descendant sans vous assurer que vous avez le retour de vos stagiaires, de vos participants, qui effectivement sont bien toujours vifs et attentifs et concentrés, et que vous n'êtes pas en train de les perdre, vous ne pouvez pas faire un tunnel de 20 minutes comme ça en faisant une présentation et en Mmh. checkant de temps en temps si les gens sont toujours attentifs. Toutes les 10 minutes, il va falloir interagir, créer une interactivité sur la base de petits jeux, ou etc. On retient moins bien qu'en présentiel. Bon, oui, c'est possible. Je pense qu'on retient moins bien quand peut-être le groupe n'est peut-être pas suffisamment vivant ou lorsque le formateur n'a pas été à la hauteur ou que le support n'est pas fait comme il faut. Je pense que on retient moins bien. C'est un peu comme un élève qui est à l'école. Et puis voilà, il y a des profs qui sont très bons, il y en a qui le sont moins, on le sait. Et puis il y a des élèves bah, qui sont capables de retenir ce qu'ils voient à l'école et d'autres qui ont besoin de travailler à la maison. Donc ça, c'est vraiment. Puis on le voit que c'est en tout petit, hein. Oui, Euh, non, c'est donc oui, ça n'aide voilà. pas. Les distractions du quotidien, par contre, Ça, c'est un point c'est important pour vous. non, ça me paraît bizarre pour une classe virtuelle, alors, sauf si ce quotidien, c'est vraiment la machine à laver qui tombe en panne parce qu'on l'a lancée pendant une réunion. Mais je pense pas qu'on parle de ça. Moi, les distractions du quotidien au bureau, c'est les collègues qui viennent nous interpeller ou parce qu'ils vous voient à votre place au bureau avec un casque ou etc. Ils pensent pas que vous êtes en formation et ils viennent vous déranger. Mmh. Donc pour moi, effectivement, la difficulté du e-learning ou de la classe virtuelle, c'est de le faire à son bureau, c'est-à-dire à son poste de travail. On peut le faire dans son entreprise, mais à ce moment-là, il faudrait avoir un espace réservé ou un moyen d'alerter qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dérangé puisqu'on est vraiment dans notre bulle formation à ce moment-là. Donc, c'est à la fois une autodiscipline à se faire, pour ne pas être distrait si on peut le faire chez nous, et aussi trouver les moyens qu'on ne soit pas interpellé ou dérangé lorsqu'on est dans notre entreprise. Ouais. Il y a un autre point, qu'on n'a pas commenté, c'est le manque de temps. On la repousse. C'est-à-dire que quand on a une formation e-learning à faire, Mm, souvent on se dit: «J'ai le temps de la faire, donc je vais tout à la fait. faire, je la ferai demain, après-demain et puis après c'est encore après-demain» et donc on a tendance effectivement, quand on a un emploi du temps chargé, à la repousser. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais effectivement d'organisation et de s'autodiscipliner. Moi, ce que je propose à mes stagiaires, typiquement pour la formule débuter en finance dont on va parler, c'est directement de prévoir soit un grand créneau d'une journée et de se dire bah, j'ai 5 heures de formation à suivre et je la suivrai cette journée-là, ce qui me laisse quelques heures pour pouvoir aussi faire une pause, répondre à un mail urgent, etc. et puis reprendre ma formation. Ou alors de réserver directement 5 créneaux d'une heure espacés d'une semaine en se disant 1 heure dans la semaine, c'est quelque chose de réalisable. Et puis bah, je l'ai prévu le lundi. Si lundi, j'ai pas pu le faire, bah, je le repousse au mardi, et puis etc. Et au bout du bout, bah, vous avez prévu 5 semaines pour faire votre formation. Si elle est faite en 6 ou en 7 semaines, c'est pas très très grave. C'est à vous de vous mettre votre objectif.
Mais du coup, peut-être que la date finale, vous l'êtes mis à 7 semaines. Vous vous êtes imposé un rythme de 5 semaines pour la suivre, en vous disant qu'au bout de 7, par contre, elle devra être terminée. Mhm. Et là, je pense que voilà, c'est des bonnes pratiques qu'il faut adopter. Donc après, est-ce que nous, on a les outils à même de pouvoir mettre dans les agendas des gens leur, euh, leur créneau de formation? Ça, c'est pas vraiment le cas. Ça peut être un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je parle d'autodiscipline. Ce sont des conseils qu'on peut donner, mais c'est effectivement aux stagiaires de s'en emparer. Après, il y a quand même des points positifs, hein. Mm. Et là, on voit que certains se sont acclimatés, se sont habitués en fait aux formations en ligne parce qu'ils reconnaissent l'intérêt de la souplesse d'organisation, justement, c'est de dire de pouvoir les suivre quand on veut, la flexibilité, c'est-à-dire de la faire, je pense, aussi en plusieurs morceaux, un petit peu quand on a un peu de temps, l'accessibilité, la disponibilité. Et ça notamment, c'était, pour certaines personnes qui étaient, qui ne sont pas parisiennes, hein. Et souvent quand les Mm. formations et les campus, les entreprises sont à Paris, se dire: «C'est accessible, tout de suite, j'ai pas à m'inscrire, à attendre qu'il y ait une place disponible». Ça c'est intéressant. Une formation qu'on peut suivre à son rythme, ça c'est vraiment, pour pouvoir prendre le temps de s'arrêter. Et puis pas de transport évidemment. Des formats courts, ils aiment bien et ils trouvent et là, il y a toute une partie où on voit que le e-learning a évolué. C'est qu'ils considèrent maintenant que les supports peuvent être clairs, efficaces, complets, des contenus qui peuvent avoir une interactivité forte. Donc quand même des points qui sont extrêmement positifs pour ceux qui prennent l'habitude en fait, de se former à distance, hein. C'est quand on regarde les deux nuages de mots, et si on les mettait l'un à côté de l'autre, on se rend compte que il y a des items qui se répondent en miroir inversé. Vous parlez dans la planche précédente de manque d'interactivité, Mmh. et là on a des contenus avec une interactivité forte. Je pense que l'expérience utilisateur des personnes qui ont vu les points positifs et ceux qui ont vu les points négatifs, elle est peut-être pas la même. C'est-à-dire ils ont pas forcément justement suivi des formations ingénierées spécialement pour de la classe virtuelle. Mmh. D'autres ont fait des portages qui n'avaient pas été réingénérés. Et je pense que ça joue aussi sur l'appréciation qu'on peut en avoir. Même si je pense qu'il faut vraiment se poser la question au départ de une classe virtuelle est adaptée ou c'est mieux en présentiel. Vous avez parlé de réseau. Euh, on ne va pas sur une formation pour se créer un réseau. Ce n'est pas l'objectif de la formation. Ouais. Mais on sait que c'est un effet induit de la formation. Et parfois, ça peut être un des objectifs qu'on se donne. Faire une formation, on va monter les compétences, mais on a aussi envie que les gens se rencontrent, que les gens puissent échanger, et donc avoir ce moment d'échange et de partage pendant la formation. Mais ce n'est pas l'objectif propre de la formation. Donc, euh, donc voilà, et on peut le faire avec les classes virtuelles, hein. Moi, j'ai moi-même suivi des formations où justement l'interactivité était forte, les échanges avec les participants, avec le formateur, etc. Donc j'ai eu moi-même les deux expériences où j'aurais pu vous mettre des points négatifs et vous mettre des points positifs qui étaient complètement opposés, parce que les formations que j'ai suivies et les formateurs qui les animaient et le groupe qui était constitué faisaient la valeur ajoutée d'une formation et moins dans l'autre cas. Mmh. Et il y a 2 avantages, enfin 2 points positifs qui sont remontés, qui me paraissent intéressants. C'est déjà que la formation en ligne peut répondre à un point plus précis qu'un présentiel. C'est vrai qu'un présentiel, si on prévoit un présentiel, c'est 8 heures minimum, alors que là, on peut effectivement adresser un point très précis avec une formation en ligne. Je crois que c'est ce que vous aviez fait, vous, au moment du confinement, hein? En fait, ce qu'on a fait, c'est on a fait évoluer effectivement une formation en créant une formation prérequis en virtuel, du coup une classe virtuelle de 2 heures, ce qui permet de pouvoir mobiliser le formateur plus fréquemment, de pouvoir répondre aux stagiaires plus régulièrement, donc plus au fil de l'eau de leurs demandes.
Et puis de ne pas avoir voilà, pas de transport, gain de temps, pas de déplacement, Mhm. et on va vraiment effectivement sur un sujet. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de formation blended, mais aujourd'hui, peut-être que les formations, voilà, la formation présentielle ou la formation classe virtuelle ou la formation e-learning, je pense qu'il faut un peu tout mélanger, hein, Mhm. et justement aller voir qu'est-ce qui est intéressant de faire. Est-ce qu'on fait une classe virtuelle après la classe présentielle? Est-ce que c'est intéressant d'en faire une avant? Vraiment mettre les gens au niveau, déjà leur présenter le sujet ou s'assurer que le niveau sera homogène suffisamment pour que la Mhm. classe présentielle soit efficace. Ouais. Donc voilà, je pense que Essayer de on a des déporter tout nouveaux ce qui est outils. technique, Ouais, ouais. on a des nouveaux outils et il faut vraiment, c'est pour ça que je disais s'en emparer et je pense on a tous du travail à faire. En tout cas, nous, on en a, clairement. On l'a identifié et on essaye d'avancer avec ces nouveaux apports. Voilà. Et le dernier point qui me paraissait intéressant, c'est le dernier point tout en bas, qui Permet à permet à davantage. davantage de participants d'y participer. Et ça, Ouais. c'est vraiment, très intéressant parce qu'effectivement, avant, on pouvait se dire: «On va uniquement former les hauts potentiels» parce qu'il y a les coûts de déplacement, il y a les coûts, bah, de déplacer des personnes et de les occuper pendant Mhm. 3 jours. Alors qu'aujourd'hui, en fait, on peut ouvrir des formations à beaucoup plus de participants avec les Oui. classes virtuelles et avec les formations en ligne. Donc, sur ces constats-là, vous êtes lancé donc sur tout ce qui est, formation en ligne. Et donc, vous avez, décidé d'utiliser, le débuter en finance que nous avons qui est une de nos formations, en ligne sur étagère. Alors juste pour la présenter avant que vous expliquiez pourquoi vous avez choisi cette formation. Débuter en finance, c'est un parcours en 8 modules sur étagère qui sont organisés de manière, progressive. Donc on apprend ce que c'est qu'un bilan, un compte de résultat, comment on calcule, un coût de revient de produit, quelle est la notion de cash, l'investissement et cetera. L'objectif, c'est d'apprendre à parler finance à des non-financiers. Donc c'est vraiment je comprends pas la finance et donc j'essaye de voir, de comprendre ce que c'est qu'une entreprise qui fait des résultats, qui les utilise pour s'autofinancer, pour investir et cetera et cetera. Donc c'est 4 à 5 heures d'apprentissage en autonomie et nous sur notre, plateforme quand on le propose sur une période, maximum de 3 mois. C'est-à-dire que l'apprenant a la possibilité de réaliser ces 8 modules en 3 mois de façon totalement libre et autonome. Alors on a prévu de nombreuses activités pédagogiques à l'intérieur et on a un parti pris très particulier, c'est, une formation qui est assez ludique, à la fois dans le graphisme et dans les mises en situation qu'on propose. Donc vous, enfin Lionel, vous avez choisi cette formation, pour la RATP. Alors pourquoi vous avez proposé cette formation et quelle était la cible? Alors, à l'origine, j'avais reçu des demandes pour des formations sur la fondamentaux des finances pour des non-financiers de divers horizons, qui pouvaient être des élus du personnel, des membres de comités directeurs, des directeurs eux-mêmes. Et les profils étaient hétérogènes, mais ils avaient un point commun, c'était leur grande indisponibilité. Euh, et l'offre du marché reposait essentiellement sur des formations présentielles sur plusieurs jours. Donc, c'était clairement pas une solution pour moi. Et pendant mes recherches, je suis tombé sur la formation Blended de Finharmonie, les fondamentaux de la finance. Donc, qui n'est pas celle dont on parle, Mmh mh, mmh. mais qui m'a intéressé pour une autre demande concernant les financiers, pour le coup. Je cherchais pour les non-financiers, et j'en ai trouvé une pour les financiers. Et lors d'un échange avec mon interlocuteur de Finharmonie, il m'a dit qu'il était en train de travailler sur un contenu purement e-learning pour les débutants. Et je lui ai demandé de me le présenter et j'avais trouvé le chaînon manquant, si je peux dire. Parce qu'en interne, en interne, la cible, elle n'était pas dimensionnée, hein. Donc j'ai d'abord, moi, proposé cette offre dans le catalogue de l'académie et en faisant une communication sur notre intranet.
Mmh. Et donc la cible, pour vous, Bonjour. c'était, La cible était tous les agents de la RATP. Nous voulons acculturer l'ensemble des personnes. c'est pas que les managers, c'est vraiment tout le monde? C'est tout le monde. Au départ, c'est tout le monde. Maintenant, cette formation a rencontré du succès. Voilà, la visibilité que j'ai pu lui donner euh, a, a fait qu'elle a été sélectionnée, nous, dans une offre de formation qu'on propose dans le cadre de la transformation de la RATP. Et donc, ce qui fait que l'université groupe RATP s'est emparée de cette formation et elle l'a poussée en interne. Du coup, là, le nombre d'inscriptions en formation a progressé. Mmh. Et qu'est-ce qui vous a plu, en fait, quand vous avez vu le parcours? Euh, Déjà, ce qui m'a plu, c'est il adressait tous les sujets. C'est-à-dire, j'ai parlé de la formation fondamentaux de la finance, hein, qui est une formation sur 3 jours. Là, à l'origine, vous proposiez en 3h30. Bon, on a vu par Oui. Mmh. expérience qu'aujourd'hui, c'est un peu plus long de la suivre parce que la formation, elle est quand même d'un bon niveau. Euh, euh, et elle adresse tous les sujets. Donc, elle était à la fois accessible, mais suffisamment poussée pour qu'on apprenne des choses, ce qui est quand même le but de la formation. Euh, donc voilà, c'est ça qui m'a attiré là-dedans. Et le fait qu'elle soit ludique, moi, ça m'a plu. Voilà, le fait qu'il y ait cette progression, euh, que pour un sujet, j'ouvre les guillemets, sérieux, voilà, la finance, on s'imagine toujours que ça peut être peut-être un peu austère, qu'on parle de chiffres ou qu'on va rien y comprendre. Je dis ça, hein, parce qu'on parle vraiment de débuter en finance et que Mmh. moi, je l'adresse à toute la population. Et ben, du coup, il ne fallait pas que ça soit rebutant. Et je trouve que l'approche qui était proposée permettait vraiment à tout le monde de pouvoir y accéder facilement. Ouais. Pour expliquer un petit peu, on suit, en fait, un personnage qui grimpe une montagne. Bon, alors au début, c'est assez plat, donc c'est bilan, compte de résultat, puis après ça grimpe un peu plus fort quand on atteint, tout ce qui est cash, investissement et coût de revient. Et donc le personnage, en fait, évolue et change de rôle, au fur et à mesure, pour qu'on lui explique, en fait, chaque sujet de façon assez ludique. Alors, vous avez eu plusieurs étapes de mise en œuvre, sur cet outil, Bah, tout au si on départ, résume. ouais, tout au départ, nous, on a proposé l'offre, parce que comme je vous l'ai dit, la cible n'était pas dimensionnée. Mmh mh. C'est-à-dire qu'on a proposé le produit et en sachant pas vraiment qui allait s'en emparer. Mais du coup, bah, on est passé sur un mode normal, hein. On passe une commande à Finharmonie, on a une licence et puis on a un stagiaire. Et puis voilà, donc tout le mode administratif de traitement d'une formation qui est lourd d'un côté et de l'autre. Et puis comme bah, finalement la formation a rencontré du succès, ça devenait cher pour nous, ça devenait lourd administrativement et du coup, au bout de quelques mois, bah, le sujet était plus mature et ça nous a permis de passer à la deuxième étape qui était de proposer la formation sur notre propre plateforme RATP qui se trouve être le même LMS que celui de Finharmonie, donc ce qui nous a Mmh. facilité effectivement nous, le portage. Et la troisième étape, ça sera d'apporter des compléments justement avec les spécificités RATP pour pouvoir l'intégrer dans un parcours de formation. Typiquement, peut-être un parcours de formation pour les financiers, ou débuter en finance pourra être quelque chose, enfin pas pour les financiers, mais on va dire plutôt pour les personnes à haute responsabilité qui ne sont pas financiers, mais ont à traiter de sujets financiers. Mmh. Et à ce moment-là, dans le parcours, la formation en fera partie, mais il y aura besoin de compléments. Quand on parle de produits et de charges, c'est très bien, mais on a besoin de savoir quels sont les produits de notre entreprise, quelles sont les charges de notre entreprise. Et ça vous Donc a il pas fait peur, faut... en fait, de prendre, quelque chose sur étagère qui soit assez générique? Ça vous a pas, fait peur? Non, non, parce que ce que je vous ai dit sur l'offre de l'Académie de la finance, au départ, elle était proposée que lorsqu'elle a été créée en 2016, avec des formations
vraiment montés pour la RATP, avec donc de la RATP dedans, même si on a pu les faire animer par des prestataires externes, on les a construits avec du RATP dedans. Mais du coup, quand on n'a plus la volumétrie de stagiaires qui vient en face, et puis lorsqu'on doit faire des mises à jour de formation, bah, les mises à jour de formation, ça prend beaucoup de temps. Et pendant que vous faites de la mise à jour, bah, vous dispensez plus. Donc notre nouvelle approche a été plutôt d'aller sur des formations au marché, qui sont des formations génériques, et d'apporter le complément. Parce que le complément, si vous mettez du temps à le mettre à jour, finalement, c'est un complément. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir la même temporalité Mhm. que la formation. Donc ça vous permet toujours de former les personnes, peut-être sur 80 ou 90% de votre besoin de formation. Et finalement, le RATP Inside, c'est peut-être que 10 ou 20% du besoin, et on peut du coup le temporiser différemment. Ouais. Donc Et voilà, du coup, ouais. on a utilisé ce qu'on appelle le mode agile sur ces sujets, quoi, de se dire, OK, on n'est pas capable de définir tout le contenu aujourd'hui, mais on est suffisamment capable d'en définir 80%. Et les 80%, on a une offre du marché qui peut y répondre, et donc on forme les personnes. Mm. Et on construit les compléments après. Voilà. Ouais. Et ça permet en fait, en plus à la personne de passer 2 fois sur le sujet. C'est ça. Et Et donc, comme l'apprentissage, c'est la répétition, ça permet d'avoir une vision générique des choses et puis de reprendre ensuite avec une vision RATP Inside en fait. c'est ça. Et d'avoir la compréhension en deux temps. Il y a des personnes qui vont comprendre tout de suite, c'est très bien. Mais il y a d'autres qui vont vraiment avoir besoin de ce complément pour remettre les choses en face. Et donc, du coup, effectivement, on revient sur le sujet, mais avec une vision RATP. On va vous présenter un cycle de gestion RATP. Mais nous, les cycles, hein, comme nous sommes dans nos entreprises, c'est des choses qui évoluent et qui évoluent rapidement. Donc, si on le met en formation comme étant vraiment quelque chose de cœur, eh ben, dès qu'on a un changement de cycle, on n'a plus de formation. Mm. Alors qu'on peut toujours avoir une formation sur le cycle de gestion et puis avoir notre complément correspondant au cycle de gestion RATP, bah, qui lui, quand nécessite une mise à jour, bah, nous fait temporiser voilà, la déclinaison, mais on pourra toujours la donner par la suite. OK. Et alors juste un petit détail pour information, c'est que donc la première étape, le suivi sur la plateforme Philharmonie, ça voulait dire en fait qu'on ouvrait des comptes sur le site Philharmonie et que Mm. Philharmonie en fait vous envoyait régulièrement le suivi des apprenants, on faisait des relances de notre côté, et cetera. Et C'est ça. l'étape 2 a été possible parce que en fait, nos e-learning sur l'étagère, nous les proposons aussi à l'achat sous licence. Et ce que nous faisons, c'est que nous livrons des formats SCORM mais nous assurons avec vous que tout est bien paramétré sur votre plateforme. Alors, C'est ça. les résultats de débuter en finance, alors ce qu'on a vu nous, sur les apprenants qui l'ont fait sur notre plateforme, donc il y a plus de 89 personnes, je crois qu'il y a 89 personnes qui l'ont fait sur la plateforme, Philharmonie et c'est pour ça que tout de suite après, il a fallu quand même enfin, assez rapidement, il a fallu switcher parce que vous en êtes à combien Nous, d'inscrits? de notre côté, on était, hier, j'ai regardé à 155 stagiaires Voilà, inscrits. Ouais. donc il était temps Donc, de switcher sur oui, votre plateforme. Et donc nous, on a noté un taux de complétion donc dans notre, sur la plateforme, comme je le disais, la mise à disposition dure 3 mois. C'est-à-dire que c'est sur une durée limitée. Alors que vous, sur votre plateforme, je crois que c'est durée illimitée, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Tant que le contenu est disponible, les personnes peuvent Voilà. la suivre et y revenir et la reconsulter de nouveau. Donc, ce qu'on le disait, hein, l'apprentissage, c'est la répétition, mais c'est aussi avoir accès à la formation au moment opportun. Et quand on commence à se former sur la finance, on n'a peut-être pas besoin d'avoir l'étendue, les 8 modules Ouais, c'est ça. au Donc on même n'avait pas le moment. même objectif, enfin, Parce que vous et voilà, moi, on n'est on pas n'a en pas train tout de à fait traiter le du même cycle, objectif. là on fait le compte des résultats, on fait le bilan, le cycle ça viendra peut-être plus loin, bah, au moment où il y aura le cycle, c'est plus intéressant que je puisse y revenir. Donc nous effectivement, elle est disponible autant qu'ils veulent et sans obligation effectivement de le finir là, comme on a pu l'avoir. Mmh.
il se trouve que vous avez gentiment accepté, mais bon, c'était notre accord, que si la période d'été n'était pas opportune, puisque c'était un écueil que j'avais identifié, qu'on puisse effectivement prolonger de quelques semaines, en l'occurrence ça a été un mois, la licence de ceux qui ne s'étaient pas du tout emparés du sujet ou qui étaient en difficulté pour le suivre. Donc du coup, nous avons effectivement permis à certains stagiaires d'aller au bout de la formation, ce qui nous donne un bon taux de complétion et ce Ouais. qui est important, un taux de satisfaction aussi qui est très fort. Oui, un taux de satisfaction très élevé alors qu'on a mesuré, grâce à une évaluation à chaud à la fin de la formation qui nous a permis de remonter en fait les remarques, que vous voyez à l'écran, où, ben, les stagiaires, ils ont apprécié en fait l'approche pédagogique. Hein, il y en a même qui disent que c'est à refaire régulièrement pour les non initiés et là, pour le coup, le fait de l'avoir sur votre plateforme en libre accès, c'est-à-dire que n'importe qui peut s'inscrire et peut le garder, à l'infini, ça permet justement de le refaire régulièrement et de repasser sur le sujet. Heu, voilà, je ne sais pas si vous avez eu d'autres retours de votre côté? Oui, oui, j'en ai eu qui sont à peu près du même acabit. Il y en a un qui est intéressant, c'est celui en vert que vous avez mis, où justement, j'ai fait beaucoup de formations en présentiel, en finance, mais j'ai retenu bien plus avec ce support en ligne pédagogique. Bah, c'est intéressant puisque ça vient vraiment en regard des deux nuages de mots précédents hein, qu'on avait vus. Comme quoi, quand c'est construit pour, bah, Oui, généralement, le résultat attendu peut être là. Et moi, ce que j'ai en complément, là, du coup, sur les évaluations que je fais, c'est sur certains, justement, le manque de RATP Inside, je mmh, le disais. C'est, voilà, déjà, quoi, certains identifient des manques, ils ont besoin de comprendre bah, comment est-ce que je retranscris ça à la RATP. mmh, Qu'est-ce que ça veut dire clairement, finalement, ces nouveaux termes ou ces nouveaux concepts que je ne connaissais pas. euh, Et donc, du coup, c'est nous ce qu'on va apporter. On l'avait identifié, hein, c'est pour ça que je vous dis, ouais. Bah, mais c'est du générique, hein, forcément, oui, mais du coup, je trouve que voilà, dans notre démarche, l'agilité a été importante. Moi, ce que je peux conseiller, c'est si vous avez un sponsor, on l'a vu que nous, d'avoir du sponsorship, ça a permis quand même ouais. d'accélérer le Ça, déploiement. c'est comment obtenir l'engagement des Ouais, participants. ouais. Effectivement, le Ouais, premier, c'est le je suis sponsoring. en avance, ouais. Mmh, Mais effectivement, le sponsoring, nous, de l'université groupe, et du coup de la direction de l'entreprise qui met cette formation en avant, a créé quand même un accélérateur. Mais ce qui est intéressant, et ça répondra à une des questions que j'ai vues passer, euh, c'est que cette formation était un accélérateur et malgré tout, les commentaires, les évaluations à chaud étaient bonnes. C'est-à-dire que des fois, quand on est obligé de suivre une formation ou qu'on vous la pousse un peu trop, voilà, donc elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée, euh, bah, les personnes peuvent apprécier moyennement la formation. Ils vont être, alors que là, pas du tout. On a vraiment un taux d'évaluation, nous, qui aussi est très bon. Donc ça, c'est intéressant. mmh. Donc pour obtenir l'engagement des participants, effectivement, il y a de la communication à faire en interne. C'est pas tout Mm. de créer la formation, mais il faut aussi communiquer. Le sponsoring, c'est sponsoring à la fois, des RH, mais des managers, Oui, même tout à fait. vis-à-vis de leur équipe, en fait. Mm. Et, Et après, et- vous nous disiez les conseils d'organisation. Ouais, j'en ai parlé un petit peu avant, là, quand je vous disais de prévoir, par exemple, 5 créneaux d'1 heure sur 5 semaines et puis se donner une deadline à 7 semaines. Et ça, c'est vraiment voilà, de l'autodiscipline, sauf à avoir, nous, les moyens, en tant que responsable de formation, de pouvoir caler dans les agendas des créneaux pour que les gens les suivent. Mais sinon, c'est vraiment un conseil à leur donner ou un petit peu de temps à passer pour rappeler cette procédure qui est vraie pour toutes les formations en e-learning, Mmh. hein. C'est Ouais, ouais. vraiment, ou pour tous les sujets finalement qu'on a à traiter. En fait, il Au faut par- pas il faut que les gens n'oublient pas qu'une formation en ligne, c'est d'abord une formation. Donc une formation, c'est du c'est ça, temps et c'est consacrer du temps à cette formation. c'est Il ça. faut il faut planifier ce temps-là. Mais quand vous parlez de manager, justement, il faut aussi que les managers le suivent. Et enfin, si vous avez votre formation à suivre, mais que votre manager vous dit oui, mais il y a aussi ça à faire, ça à faire, ça à faire, et qu'à chaque fois vous décalez,
il faut que ça fasse partie des objectifs du manager aussi, que vous suiviez cette formation. C'est vraiment un engagement collectif, en fait, pour que ça puisse fonctionner. Alors nous, pour, obtenir l'engagement des participants, on travaille aussi beaucoup sur les relances. Mm. Alors, mais c'est parce que comme la formation doit être faite dans un délai, limité, sur une période limitée, on relance, assez régulièrement. On relance une fois par mois avec des messages justement qui incluent des conseils d'organisation, qui incitent en fait, les apprenants, à placer en fait dans leurs agendas un temps pour la formation, leur rappeler la date de fin, pour qu'ils puissent, aller jusqu'au bout de la formation. Alors vous, je sais que vous l'avez pas fait parce que votre objectif, c'est pas qu'ils fassent 100 de la formation. Alors, c'est pas exactement ça. Notre choix pour l'instant, ça pourra évoluer, mais on fait aussi un test avec cette formation, qui est une formation longue, hein, puisque on l'a dit, temps moyen à ne pas sous-estimer, c'est ce dont on a discuté en préparant ce Mmh. webinaire. Auparavant, moi, la formation, je l'ai achetée pour 3h30 de temps moyen. Mmh. Et dans la réalité, on est plutôt effectivement à 4-5 heures, voire beaucoup plus. Alors, le beaucoup plus, moi, je crois que j'ai un stagiaire qui a fait 16 heures. Ah oui, Vous voyez? Donc 16 heures, ça peut faire peur, mais ça oui. montre aussi que le sujet l'a intéressé, qu'il a voulu aller au bout, et donc il n'a pas été rebuté ou qu'il n'a pas lâché l'affaire en cours. Donc ça, c'est intéressant sur la Mmh. qualité de la formation. Mais c'est Après, vrai que c'est peut-être c'est 4 heures, 4 à 5 heures en général. voilà, 4 à 5 heures. Ah, mais pour quelqu'un qui est effectivement a de l'appétence pour ces sujets, a peut-être déjà un minimum de culture sur ces sujets, et effectivement, il va le suivre en 4 ou 5 heures. Comme Mmh. nous, on l'a adressé à tout public, vraiment débutant en finance au sens, mais pas débutant en finance pour des personnes qui sont sensibles à ces sujets, débutant en finance pour tout le monde. Mmh. Du coup, on peut avoir vraiment tous les publics qui s'inscrivent. Et on a choisi justement de laisser cette formation un peu vive par elle-même pour voir si les personnes s'en emparaient sans que justement on fasse ce travail de relance. Puisqu'on a, ça répondra à une question que j'ai vue, des sujets nous, sur des modules obligatoires en e-learning et qui sont effectivement, qui font l'objet de nombreuses relances et où c'est assez compliqué finalement. Donc voilà, on voulait voir comment la formation vit dans notre écosystème comme ça, LMS et formation, un peu toute seule, sauf qu'elle est sponsorisée, hein, mais Mmh. sans que nous, responsables de formation ou managers, ayons à faire des relances systématiques pour que les personnes s'en emparent. Et le dernier point pour nous, c'est le tutorat. Mhm. Pour engager les participants, en tout cas sur nos e-learning sur étagère, on prévoit toujours chez Finharmonie du tutorat. Parce que pour nous, le tutorat, ça permet de rendre, un peu plus humain, en fait, une formation en ligne. Alors sur cette formation, vous aviez pas de tutorat Non. quand, elle était sur notre site. Et puis le tutorat, ça permet notamment de recontextualiser pour certaines personnes. Comme la formation est générale et générique, le tuteur peut recontextualiser pour l'apprenant et le remettre dans son activité, redonner des exemples plus proches de son quotidien. Ouais, donc du coup, nous effectivement, le tutorat n'existait pas et je pense que c'est pas quelque chose que j'aurais pris pour cette formation-là. Mmh. Puisque le tutorat, du coup, c'est du coup une classe virtuelle. Ça vient créer un engagement, ça vient créer donc du coup une temporalité qui est, qui enlève du coup une certaine autonomie au stagiaire, puisque pour le coup, là, il aura une deadline, c'est je vais avoir une session de tutorat, il faudra que j'ai vu mes contenus avant. Et alors que nous, là, l'objectif, c'était vraiment de laisser l'apprenant libre sur le sujet, et on n'avait pas de deadline. L'autre Mmh. chose, c'est que le tutorat, ça permet de recontextualiser, et que nous, on veut recontextualiser RATP. Oui, Et, c'est ça. et donc, du Vous coup, voulez le faire vous-même. ça Mmh. sera plutôt voilà, une modalité qu'on va adapter, nous, voilà, comme je le disais, en complément de formation. Pour moi, Mmh. c'est vraiment voilà, des outils, des modalités qu'on doit imbriquer les unes avec les autres pour créer le parcours. Et juste pour finir, pour nous aussi, les évaluations, que ce soit à Mhm. chaud comme on l'a fait ou, à froid. Après, l'évaluation à froid, c'est difficile. Je ne sais pas si vous avez, des méthodes d'évaluation à froid.
Mais les évaluations permettent en fait comment dire, aux participants de s'exprimer et puis après de communiquer vis-à-vis de leur RH. Et ça peut aider à la communication et à faire venir de nouvelles personnes Mm. à cette formation. Bah, nous, c'est ce qu'on fait avec le sponsoring, hein, puisque à la fois la formation, elle est sponsorée au niveau de nos comités de directeurs, etc. Et ils ont aussi pour mission, une fois qu'ils l'ont suivi, d'en faire, d'en faire bon écho pour qu'elle se déploie. Voilà, c'est comme ça on a choisi de faire. Donc les évaluations à chaud marchent plutôt pas mal. Moi aussi, j'ai quand même un nombre de retours assez important. Je l'ai intégré, moi, l'évaluation, du coup, dans le e-learning. Ça fait Mhm. partie, c'est un module qu'ils doivent suivre, qui est optionnel. Mais voilà, à la fin du parcours de e-learning, j'ai intégré, du coup, dans notre LMS, directement le formulaire d'évaluation. Pour l'évaluation à froid, c'est trop tôt, nous, pour pouvoir le faire, hein, parce qu'on n'a que quelques mois d'engagement sur le sujet. Mais le but, effectivement, pour nous, de ce déploiement, c'est de créer une acculturation, hein, pour faciliter les échanges et la compréhension de la matière financière au niveau de l'entreprise. C'est Mm. vraiment ça qu'on poursuit. Et donc pour finir, cette formation pour non-financiers, est-ce que vous considérez que c'est une formation technique ou une formation soft skill? Ah, c'est clairement une formation soft skill pour moi. On ne devient pas financier en la En suivant, faisant ça? mais on est plus à l'aise pour regarder les documents financiers et en discuter. Nous, c'est Mhm. vraiment l'objet qu'on poursuit. Donc, Dans ouais. la formation débutée en finance, il y a une dernière partie qui s'appelle «Et moi dans tout ça». Donc on a prévu vraiment, d'un point de vue pédagogique pour que chacun se rende compte que, il doit avoir certains réflexes, hein, même s'il n'est pas financier, parce que son fonctionnement au quotidien peut avoir un impact, notamment sur le cash. Je sais que Mhm. ça, c'est un des modules qui est très apprécié, même s'il Apprécié, est ouais. très difficile. Parce que les gens se rendent compte tout d'un coup qu'ils ont un impact, en fait, sur le cash de l'entreprise et qu'il y a quelques petits réflexes à changer. Voilà, alors on va prendre les questions parce qu'on est déjà un peu en retard. Alors Karine nous demande justement: «Pourriez-vous nous parler des indicateurs que vous utilisez pour mesurer la performance du digital learning à la RATP?» Alors du coup, on parle de la RATP, hein, on ne parle pas du coup de Oui. mon sujet d'académie, j'en suis pas responsable. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on a certains modules, obligatoires, donc on suit surtout le nombre d'apprenants et de voir s'ils ont été suivis. Après, on n'a pas, pour mesurer la performance, il faudrait qu'on soit capable de faire des évaluations à froid, pour le coup, sur les formations, quelles qu'elles soient, que ce soit du e-learning ou les autres. Et ça demande aussi de faire le bon cahier des charges pour savoir ce qu'on veut mesurer avant la formation et du coup de le remesurer après. Voilà, donc nous aujourd'hui, on n'a pas de mesure de performance à proprement dit sur le digital learning. Mmh. Alors Sophie, avez-vous remplacé certaines de vos formations par du full e-learning? Si oui, sur quelle base avez-vous pris cette décision? Alors remplacer. Alors moi, je vais vous parler que de l'Académie de la finance, hein. Pour le coup, je ne peux pas vous parler de la RATP. Je ne sais pas si ça a été le cas. Par contre, on a créé des formations effectivement en full e-learning, c'est-à-dire que directement, on s'est posé la question et on a fait ce choix. Le remplacement à proprement dit, non. Par contre, la création, oui. Typiquement, si je vous parle de la création, les bases sur lesquelles on a pris la décision, c'est volumétrie de stagiaires très, très, très importante, euh, temporalité pour pouvoir former les gens très réduite, sujet qui peut être assez simple, qu'on peut délivrer avec du coup, un e-learning court. Parce que faire du e-learning très très long, déjà c'est aussi du temps de développement de la formation qui peut être très long. Donc si vous êtes dans des notions de temporalité courte, c'est pas possible. Donc voilà, nous c'est vraiment volumétrie. On doit adresser un sujet à 50 000 personnes. C'est c'est quasiment impossible de le faire de manière présentielle Mmh. et de le faire même en classe virtuelle. En termes d'organisation, de gestion logistique, de gestion administrative, etc., c'est une tannée.
Donc, du C'est coup, toutes les formations anticorruption, par exemple, ou par cybersécurité, exemple, des des choses comme formations ça. Mm. cybersécurité sur la RSE. Enfin, voilà, on a beaucoup de formations effectivement obligatoires. Moi, pour ma part, ben, j'en ai fait, j'ai utilisé des supports de formation qui étaient déclinés dans nos formations présentielles et que j'ai mis en full e-learning aujourd'hui. Des petites vidéos, par exemple, en motion design qui avaient pu être créées et qu'on diffusait en présentiel, mais dont le contenu était toujours intéressant, le sujet pouvait être intéressant pour tout le monde. Et du coup, j'ai créé un e-learning que sur la base de cette vidéo, pas sur toute la formation qui durait une journée, mais on avait une vidéo pour laquelle on parlait peut-être pendant un quart d'heure, 20 minutes ou une demi-heure dans la formation, et j'ai fait un petit e-learning de 10 minutes sur la base de cette vidéo, que je suis d'ailleurs en train de mettre à jour en ce moment. Mhm. Mais on a bien compris que vous privilégiez le blended, en fait, hein. C'est-à-dire, Plutôt, ouais, moi je suis plutôt, enfin, du full e-learning dans le cas précis que je viens d'évoquer, où vraiment là on doit déployer vraiment avec un volume hyper important et dans un délai court sur un sujet très précis. À ce moment-là, le full e-learning me paraît adapté. Autrement, je le vois plutôt comme un complément à apporter. Ouais, effectivement. alors Christophe nous dit, le développement des formations en ligne a-t-il changé la formation présentielle qui devrait se focaliser sur ce qui ne peut pas être fait en ligne? Alors, oui, alors oui, oui, oui. Alors elle a changé. En tout cas, en tout cas, je me pose la question effectivement à chaque fois on fait une formation présentielle, elle dure une journée et demie, ou elle dure 2 jours, ou elle dure une journée. Est-ce que finalement, on passe pas 2 heures ou 3 heures à se parler de choses qu'on pourrait faire autrement? Donc peut-être qu'on pourrait faire une classe virtuelle auparavant de 2 heures au lieu de passer peut-être 3 heures et demie en présentiel. Et puis finalement, avec une demi-journée de formation, ça pourrait être suffisant. Ou alors, même sans réduire le temps de formation en présentiel, on pourrait peut-être parler de plus de choses ou avoir plus d'échanges sur les sujets, parce que des fois, quand on veut délivrer trop de contenu, bah, ça limite justement les interactions, les échanges, la création de réseau en apportant soit en e-learning, soit en classe virtuelle. C'est pour ça que vraiment, je n'ai pas vraiment de sujet sur qu'est-ce qui doit être fait, c'est en fonction. Et ça peut être d'ailleurs les deux, ça peut être un e-learning plus une classe virtuelle et ensuite du présentiel. Après, l'objectif, puisqu'on est en termes de coûts, si vous rajoutez des choses à votre formation présentielle, et votre formation présentielle elle dure autant, bon, vous vous poserez forcément la question d'un point de vue économique. Est-ce que c'est rentable ou pas? Mais à ce moment-là, votre formation présentielle, vous devez augmenter sa valeur ajoutée. Voilà. Pour moi, on augmente la valeur ajoutée du présentiel en justement en apportant les compléments avant ou après la formation, voire même pendant, hein. On n'en a pas parlé ou j'en ai évoqué tout à l'heure, mais pour moi, les nouveaux outils d'animation qu'on a découverts avec les classes virtuelles, je parlais des petits quiz qu'on peut faire sur les smartphones, etc., les nouveaux outils interactifs, voilà, de gaming qu'on peut utiliser, ben, on peut très bien les utiliser en présentiel. Mhm. Et du coup, Là, c'est aussi, ce que nous c'est faisons aussi chez une aide, je Finarning. trouve, à l'animation. Voilà, mais ça demande aussi du temps d'apprentissage pour nos formateurs. Il faut Pas évident. mettre à niveau sur ces sujets. Alors Christophe nous dit encore, il peut aussi y avoir des dérives dans la formation à but réglementaire, hein, ce qu'on disait, hein, c'est tout ce qui est cybersécurité, Par exemple, ouais. anticorruption. Comme elles sont plus simples et moins coûteuses à généraliser, les entreprises peuvent en abuser pour se faire bien voir des régulateurs, mais avec un impact négatif sur les apprenants qui sont harcelés par les formations à faire. C'est vrai que du coup, en Ouais, plus, ouais. c'est des formations qui parfois sont pas forcément bien faites. Pas assez, Alors, ouais, et ouais. du coup, elle donne un mauvais, comment dire, quand on parle de De e-learning, tout de suite, e-learning, on ouais. voit ça et on dit, ah non, ça c'est nul le e-learning. C'est ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sponsorship et qu'il fallait que les contenus soient plaisants aussi à regarder, qu'ils soient vraiment ingénérés de la bonne manière. Nous, on a 7 modules obligatoires hein, que la plupart des personnes doivent suivre, qui sont en e-learning pur. Euh, il y en a un qui est justement sur l'anticorruption, qui est un sujet qui est adressé de deux manières. Pour les personnes qui ne sont pas exposées, on a un e-learning. Et pour les personnes qui sont exposées, pour le coup, on a une formation en présentiel aujourd'hui.
qui pourrait être décliné autrement, d'ailleurs, peut-être en classe virtuelle ou avec un e-learning et une classe virtuelle adaptée. Moi, je pense que c'est des sujets qui peuvent être aussi reformatés autrement. Mais effectivement, on a cet effet répétition, surtout quand la personne arrive et du coup, elle a les 7 à faire d'un coup. C'est beaucoup. Donc là, de la même manière, pour moi, c'est des conseils d'organisation. Vous avez 7 formations obligatoires à faire, il faut les faire dans l'année ou dans les 3 mois. Enfin voilà, vous avez une deadline, bah, à vous de vous organiser. J'en ai 7 à faire, j'en fais une par mois. Au bout de 7 mois, c'est fini. Et puis voilà, quand on en parle dans un an, bah, en fait, elles sont faites. Et puis vous pouvez toujours bah, en faire 2 dans le mois parce que vous avez un peu plus de temps. Et puis ne pas en faire une pendant un mois parce que vous en avez moins. Vous vous organisez. Mais c'est vrai que quand on arrive et qu'on a un gros paquet devant nous, bon, bah, Ouais. faut prioriser, il faut s'organiser. Mais je suis complètement en phase avec ça. Donc moi, j'essaye d'avoir une communication bienveillante et légère. Je dis légère au sens où voilà, ne pas être culpabilisant, ne pas être donneur de leçons sur ah, attention, vous n'avez pas suivi les modules, etc. Mais être plutôt dans la bienveillance et l'entraînement avec, voilà, avec certains résultats. Il y a des gens qui s'en emparent et d'autres un petit peu moins. Mais après, voilà, c'est aussi du travail de management. Mmh. En tout cas, merci, Lionel Mescam, hein, parce on a bien C'est moi. dépassé. On Ouais, a dit beaucoup de choses, pendant ce désolé. webinaire, et on a bien compris que la RATP, bah, le digital, vous êtes en plein dedans, que vous avez envie je sens dans tout ce que vous dites que vous avez envie d'en faire beaucoup, d'en tester encore beaucoup, D'en faire quand c'est le moment d'en faire. quand c'est le moment d'en faire. Voilà, ne pas en faire pour en faire. Mmh. Je crois que c'est important, mais c'est pour tout. Il faut pas faire pour faire. Mmh. Il faut faire parce qu'on a un objectif et qu'on a pris le temps de se poser pour savoir voilà, exactement quel est l'objectif, quelle est la cible à atteindre et quel est le meilleur moyen pour le faire. Et le meilleur moyen, ça peut être une classe présentielle. Ouais. Voilà, mon message, c'est pas il faut tout faire du digital, c'est utilisons ces nouveaux modes. Aujourd'hui, on a été impacté de plein fouet par ça et ça nous a obligés à se poser des questions. Bah, il faut continuer à se poser des questions, à s'en emparer. Il ne faut pas se dire bah, maintenant la vie normale est revenue et je reprends mes anciennes habitudes. Non, profitons de ces nouvelles opportunités pour travailler mieux ensemble. Mmh. Voilà, bah, merci beaucoup, Lionel Mescam, d'avoir, Merci à vous, participé à Magali. ce webinaire, Merci et à tous. merci à tous d'avoir, suivi aussi ce webinaire. Ce webinaire va clôturer l'année des 20 ans de Philharmonie, mais on espère vous retrouver l'année prochaine pour de nouveaux événements. Merci à tous. Au revoir Lionel. Au revoir. Au revoir.